On raconte souvent que Duvalier a modernisé Haïti et qu'il a construit des routes, des écoles et un aéroport. On dit que sous Papa Doc, il y avait de la sécurité et que l'économie du pays fonctionnait plutôt bien. Certains disent même que presque toutes les infrastructures présentes aujourd'hui en Haïti ont été réalisées par le régime de Duvalier. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ces affirmations? Est-ce que Duvalier a réellement modernisé le pays? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière où je vais essayer de répondre à des choses que j'entends ou que je lis souvent au sujet du régime de Duvalier. C'est parti! Est-ce que c'est Duvalier qui a construit l'aéroport international Maïgaté, appelé aujourd'hui aéroport Toussaint Louverture? Oui, c'est effectivement le gouvernement de Duvalier qui a construit cet aéroport qui reste jusqu'à aujourd'hui le principal aéroport du pays. Comment ça s'est passé? Le président à vie a mis sur pied une structure appelée le Mouvement de Rénovation Nationale afin de collecter de l'argent pour plusieurs travaux d'infrastructure dont l'aéroport Maïgaté. C'est le ministre des Travaux publics de l'époque, à savoir Luc-Ner Cambouane, qui était à la tête de ce mouvement de rénovation nationale. Celui-ci a collecté de l'argent auprès des fonctionnaires et surtout auprès des riches commerçants du pays. Il s'en est d'ailleurs vanté dans une émission de radio classique en Haïti en déclarant que ces gens-là, qui sont devenus riches en Haïti, sont arrivés sans un sou dans le pays et ont fait fortune, et c'était donc à eux de participer à cet effort de construction nationale. Il fait allusion, bien sûr, aussi aux Libanais et autres immigrés qui ont fait fortune en Haïti. Bon, il a raison sur le fond. Que les plus riches participent à la construction du pays, qui les a accueillis et les a rendus riches, ne relève que du bon sens. Mais la méthode utilisée par Cambouane pour soutirer de l'argent de ces riches commerçants est contestable. Pourquoi? Parce que c'était de l'extorsion. Il les appelle, les menace de saisir leurs biens et leurs entreprises s'ils ne donnent pas la somme réclamée par Duvalier. La méthode paraît efficace car beaucoup d'argent ont été collectés. Mais on ne construit pas un pays de cette manière. Il aurait fallu faire des lois, imposer des taxes qui obligeraient ces gens-là à s'acquitter d'une dette envers l'État et non appeler chaque commerçant individuellement pour les menacer. Et puis, l'argent récolté n'était pas contrôlé. Résultat, Luc-Ner Cambouane a bien construit cet aéroport, mais il s'en est mis aussi plein les poches. Bon, vous me direz peut-être que sans cette méthode forte, l'argent pour la rénovation n'aurait pas été collecté peut-être. Et que aussi, contrairement aux dirigeants actuels qui auraient empoché l'argent et ne rien construire comme les fameux 25 stades invisibles. Soit, c'est vrai, mais cela ne change rien au problème de fond. On ne construit pas un État avec l'extorsion et l'intimidation. Pour info, j'ai consacré une émission entière à Luc-Ner Cambouane, allez le voir. C'est un personnage important du régime. Précision importante concernant l'aéroport. Duvalier a bel et bien construit l'aéroport international de Maïgaté, on vient de le montrer, mais le site aéroportuaire existait déjà avant Duvalier. Il servait d'aérodrome dès l'occupation américaine entre 1915 et 1934. Donc si Duvalier a bien construit l'aéroport international, l'infrastructure aérienne existait déjà avant lui. Duvalier a construit les routes du pays. Est-ce vrai? En réalité, la grande phase de construction des routes en Haïti date des années 1940-1950. Les routes nationales importantes sont construites sous Dumarsais estimé entre 1946 et 1950 et Paul Magloire entre 1950 et 1956. Mais la nouveauté, c'est que sous Duvalier, certaines routes sont réparées ou asphaltées. Maintenant, s'agissant du boulevard Jean-Jacques Dessalines, est-ce que c'est Duvalier qui a construit ce boulevard appelé communément la Grand Rue? La réponse est non. Duvalier l'a bel et bien rénové, mais ce n'est pas son gouvernement qui l'a construit. Il l'a rénové et asphalté, ce n'est pas rien, reconnaissons-le. Mais c'est l'homme d'affaires Oswald Brandt qui a financé la rénovation de la Grand Rue. À l'époque, c'était une belle avenue, très propre. Mais pourquoi les gens pensent que c'est Duvalier qui a tout construit? D'abord, la propagande du régime. Duvalier rebaptisait et inaugurait des projets commencés par d'autres gouvernements en se les attribuant. Et puis, comme rien n'a bougé dans le pays en termes d'infrastructures depuis 1986, ça donne l'impression que tout vient de l'époque des Duvalier. Donc, il y a une nuance.
Duvalier n'a pas construit beaucoup d'infrastructures. C'est juste que très peu d'infrastructures ont été construites depuis Duvalier. C'est ça la nuance. Duvalier avait un grand projet qui était celui de construire une grande cité qui porte son nom et qui s'appellera Duvalierville. C'est l'Arcahaie qui était à l'époque choisi pour devenir Duvalierville. Mais cette Duvalierville n'est jamais sortie des discours et n'a jamais vraiment vu le jour à proprement parler. Elle est restée un simple projet de propagande. Il y avait aussi Cité Simone, l'autre grand projet de Duvalier portant le nom de sa femme, Simone Ovide Duvalier. Là aussi, c'est un fiasco. Cité Simone n'a été dès sa création qu'un énorme bidonville. C'est cette cité qui deviendra Cité Soleil aujourd'hui, l'un des plus grands bidonvilles du pays. Il faut rappeler que Duvalier faisait venir des paysans pour qu'ils s'installent à Cité Simone et d'autres bidonvilles environnants. Entre 1950 et 1960, des milliers de paysans sont donc venus habiter ces bidonvilles à Port-au-Prince. En seulement quelques années, le nombre d'habitants de la capitale a explosé. Duvalier a encouragé les paysans à laisser leur campagne verdoyante pour s'installer dans la crasse et la misère de Cité Simone. Leur présence devait aussi servir de bouclier à Papadoc contre ses ennemis politiques. À la moindre menace ou rumeur de coup d'État, les gens devaient se rassembler autour du palais afin de protéger le président à vie. Maintenant, parlons de Péligre, ce grand projet de barrage et de centrale hydroélectrique attribué à Duvalier. Dans une interview à Radio Classique, Luc Ner-Cambronne déclare « Nous avons réussi à construire l'aéroport, le barrage de Péligre et d'autres infrastructures urbaines sans nous endetter. » Le barrage de Péligre est un barrage hydroélectrique construit sur le fleuve de l'Artibonite. Il fait partie d'un vaste projet qui comprend également un lac artificiel et une centrale hydraulique, la plus importante source de production d'électricité du pays. Quand cet immense projet a été inauguré en 1971, c'était quelque chose d'énorme dans la région et on pensait qu'Haïti pouvait, à ce moment-là, produire suffisamment d'électricité pour pouvoir en vendre à la République dominicaine. Bon, aujourd'hui, ça peut faire rire, tant ça paraît improbable, parce qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'Haïti, pays de blackout par excellence, puisse vendre de l'électricité à son voisin dominicain. Mais à l'époque, ça paraissait possible. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, la question qui nous intéresse maintenant, est-ce que c'est Duvalier qui a construit le barrage de Péligre, comme l'a affirmé Luc Ner-Cambronne? C'est évidemment non. Plein de gens répètent ce mensonge et les duvalieristes l'utilisent à bon escient afin de manipuler les gens. La construction du barrage de Péligre est un vaste chantier lancé dans les années 50 et même avant, sous la présidence de Dumarsais estimé. Et le lac de Péligre est le réservoir créé par le barrage. Puis, la centrale hydroélectrique viendra couronner le tout dans les années suivantes. Le projet a été inauguré le 22 juillet 1971 sous Jean-Claude Duvalier. Le barrage a été construit et financé par les Américains. La centrale hydroélectrique, elle, a été installée plus tard et inaugurée sous Jean-Claude Duvalier. Plusieurs gouvernements ont donc participé au chantier. Estimé, Magloire, Duvalier. Mais étant donné que c'est Jean-Claude Duvalier qui l'a inauguré, tout le monde pense que c'est le régime qui l'a construit tout seul. C'est là la confusion volontaire qu'entretiennent les duvalieristes. Puisque c'est eux qui l'ont inauguré, c'est donc eux qui l'ont construit. À son inauguration, la centrale électrique de Péligre a été baptisée Centrale électrique François Duvalier. De cette manière, on prend toute la paternité d'un projet commencé longtemps avant l'arrivée au pouvoir de Papadoc. Je ne dis pas que Duvalier n'y est pour rien dans la réalisation globale du projet, mais je dis tout simplement qu'on ne peut pas mettre ce projet sur la liste de sa réalisation parce que le projet l'a précédé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le régime Duvalier n'a pas construit le barrage, mais il a terminé la partie hydroélectrique et inauguré l'ensemble, ce qui lui a permis de s'approprier politiquement le projet. Il est vrai que la plupart des maigres infrastructures de l'époque de Duvalier sont parmi les seules présentes encore aujourd'hui. Le principal aéroport du pays est un exemple vivant. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains néo-duvalieristes aiment aujourd'hui rappeler que Duvalier aurait modernisé le pays. Mais de quelle modernisation parle-t-on réellement au vu de ce qu'on vient de voir ?
En près de 30 ans de règne, le bilan reste dérisoire. Quelques routes et bâtiments publics, quelques rénovations ponctuelles, des bidonvilles en expansion et un aéroport. Rien qui correspond à un véritable projet de développement national. Mais il faut certes faire preuve d'honnêteté intellectuelle et reconnaître que ces maigres réalisations figurent encore aujourd'hui parmi les rares infrastructures héritées de cette époque. Néanmoins, ce constat est accablant. Il révèle l'ampleur du gâchis. Pendant 3 décennies, alors que le régime disposait d'un pouvoir absolu et de ressources importantes, Duvalier et sa famille ont surtout utilisé l'État pour s'enrichir personnellement. En 30 ans, Haïti aurait pu être transformé et modernisé. Le pays aurait pu se doter d'écoles, d'hôpitaux, de routes modernes, d'industries et d'institutions solides. Au lieu de cela, le duvalierisme a laissé derrière lui un pays appauvri, dépendant et fragilisé. La prétendue modernisation relève davantage du mythe politique que de la réalité historique. Et il faut aussi le dire clairement, les régimes qui ont succédé aux Duvalier n'ont pas fait mieux. La chute de la dictature en 1986 avait fait naître un immense espoir de renouveau démocratique et de reconstruction nationale. Mais cet espoir a rapidement été déçu. Au lieu de rompre réellement avec les pratiques du passé, beaucoup de dirigeants ont reproduit les mêmes méthodes duvalieristes. Clientélisme, corruption, détournement de fonds publics, instrumentalisation des institutions et mépris des populations les plus pauvres. Ces gens qui ont été pour la plupart des opposants à Duvalier n'ont pratiquement aucun bilan à part l'enrichissement personnel. La seule excuse qu'ont ces dirigeants-là, c'est qu'ils n'avaient pas eu un pouvoir aussi absolu que Duvalier. Il y a 2 autres mythes à aborder concernant Duvalier avant de clore cette vidéo. C'est la sécurité et l'économie. La sécurité est probablement le mythe le plus répandu aujourd'hui. On dit que sous Duvalier, il y avait de la sécurité dans le pays. Oui, il y avait moins de criminalité visible dans les rues, mais cette sécurité reposait sur un système de terreur organisé par la milice du régime, les Tontons Macoutes. Cette milice arrêtait, exécutait les opposants, contrôlait la population, faisait disparaître les critiques contre le pouvoir. La population vivait dans une peur permanente. Ce n'était pas une sécurité fondée sur l'état de droit, mais sur la répression politique. Aujourd'hui, c'est pire, on est d'accord. Et je vais y revenir. Donc, on ne peut pas vraiment parler de sécurité, parce que ce sont les Tontons Macoutes et on va dire qui faisaient régner la terreur, parce que les gens souvent étaient arrêtés, même les gens qui n'avaient pas d'activité politique. Il suffit que, voilà, un Tonton Macoute ne vous aime pas, etc. Vous pouvez être accusé de n'importe quoi et vous retrouver à Fort-Dimanche. On a eu beaucoup d'exemples. Donc, on ne peut pas dire qu'en Haïti, à l'époque, il y avait un climat sécuritaire. C'est pas possible, c'est pas vrai. Maintenant, abordons l'économie. On dit que l'économie fonctionnait mieux sous Duvalier. Vraiment? L'impression d'une économie plus stable vient souvent quand on regarde les photos anciennes d'Haïti où on voit le centre-ville propre et actif, les commerces qui fonctionnaient, etc. Mais la réalité était autre. Il y avait une corruption massive, il y avait aussi la fuite des capitaux parce que le pays n'était pas si stable que ça. Et puis, le pays était parfois dans un isolement international à cause des bras de fer de Papadoc avec ses voisins et surtout de nombreux intellectuels et professionnels quittaient le pays à cause de la répression. Beaucoup d'économistes considèrent que la dictature a freiné le développement économique du pays. Un point important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que c'était mieux sous Duvalier, c'est que cette nostalgie est souvent liée à l'effondrement actuel de l'État. Quand les institutions disparaissent et que la violence augmente, certaines personnes idéalisent les régimes autoritaires du passé. Mais cette nostalgie repose souvent sur des souvenirs partiels, la propagande qui reste un petit peu encore, et la comparaison avec une crise actuelle très grave. Notez bien ce que je vais dire là. Le duvalierisme ne paraît efficace que lorsqu'on le compare au chaos. Mais si on le compare à ce qu'Haïti aurait pu devenir, alors son bilan apparaît pour ce qu'il est réellement, un immense gâchis historique. Je comprends qu'aujourd'hui, quand les gens comparent la situation du pays avec l'époque de Duvalier, et quand on regarde des images en noir et blanc d'une capitale propre et relativement ordonnée, on se dit, oui, c'était mieux sous Duvalier. Mais cela
c'est quand on regarde seulement la surface. Au fond, la situation était déjà très difficile. La pauvreté était massive, les campagnes étaient abandonnées, l'économie était une catastrophe et le pays vivait sous un régime de peur permanente. La presse était muselée, les opposants étaient traqués, emprisonnés, exilés ou assassinés. Haïti était pour beaucoup de ses citoyens une véritable prison à ciel ouvert. Vous me direz qu'aujourd'hui c'est pire et il faut reconnaître que la terreur imposée par les gangs aujourd'hui dépasse tout ce qu'on a connu avant. L'insécurité généralisée, l'effondrement de l'État et la violence quotidienne témoignent aujourd'hui d'un pays qui a sombré encore plus profondément dans le chaos. Sur ce point, la comparaison est légitime. Mais le problème commence justement quand on essaie de choisir entre ces deux catastrophes, entre la peste et le choléra. Il ne faut pas comparer le régime de Papa Doc et le chaos actuel comme si l'un pouvait justifier l'autre. Duvalier, c'était terrible. Les gangs, c'est horrible. Les deux sont des impasses pour le pays. Peut-être pas au même titre, je vous l'accorde. L'histoire d'Haïti ne doit pas se résumer à choisir entre l'autoritarisme de Duvalier et l'effondrement actuel. Le véritable enjeu est ailleurs, construire enfin un État capable de servir la population, développer les infrastructures, investir dans l'éducation, la santé, l'agriculture et bâtir des institutions solides qui ne dépendent pas d'un homme providentiel. Autrement dit, sortir définitivement du cycle des mythes politiques. Car non, François Duvalier n'a pas modernisé Haïti. Et croire qu'un régime autoritaire pourrait sauver le pays aujourd'hui serait répéter exactement les erreurs du passé. Si Haïti veut se reconstruire, il faudra imaginer autre chose. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.